Saviez-vous que le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs? Aujourd'hui, nous tenons à remercier tout particulièrement Bruno Latourette, Laurent Lyotard, Florent Coulon, Erwan Medec et Laurent Poinsignon. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On écume tous les blogs, toutes les news, toutes les infos, on les analyse et on en tire la substantifique moelle pour que vous n'ayez pas besoin de faire tout ce travail. Vous avez juste à vous mettre ce podcast dans les oreilles 1 heure par semaine et vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir d'être accompagné de l'éminent Cédric Bonnet. Comment ça va, Cédric? Salut, ça va, écoute. Tu es en Un peu forme? malade, j'espère que ça s'entendra pas trop. Là, un petit rhume, mais rien de grave. Oh, mais ça va te donner un petit accent de charme. C'est Pour ça. parler, tu sais, pour parler de télé 8K, de montres Ouais. connectées, tout ça, ça met un petit plus, quoi. Ouais, voilà. Tout le monde va On va apprécier, dire j'en ça. suis sûr. Bien sûr. Donc, on va vous parler de l'IFA, on va vous parler de Wear OS, l'OS pour les montres connectées de Google. On va vous parler de Navigo, d'Amazon, de Donald Trump un petit peu, d'heures d'été et d'heures d'hiver et de plein d'autres choses de ce genre-là, de rumeurs et de leaks qui viennent d'Apple et de Google aussi, évidemment. Mais l'essentiel des choses qui se sont passées cette dernière semaine, c'est bien sûr l'IFA que je ne vais pas me risquer dont je ne vais pas me risquer à épeler le nom aujourd'hui, puisque c'est un nom compliqué en allemand. Je l'ai fait les années précédentes, mais j'ai bien retenu ma leçon. Et c'est un grand salon sur l'électronique consumer en Allemagne, à Berlin, qui a lieu tous les ans à la même période. C'est le Et CES européen, quoi. voilà, en gros, c'est le CES européen. Et il y avait quand même pas mal de choses intéressantes à noter, notamment l'invasion d'Alexa sur toutes les enceintes connectées du monde, quelques téléphones, ça c'est assez classique, et surtout les télés 8K, qui, je pense, constituent la plus grosse news de cette IFA, non pas parce que c'est les premières qui sont présentées, mais c'est parce qu'il y a des annonces de commercialisation en Europe et suffisamment de constructeurs aujourd'hui pour qu'on puisse être légitimement se poser la question de est-ce qu'on arrive déjà à l'ère des télés 8K? Et du coup, je me retourne vers Cédric, parce que moi, je viens d'acheter ma télé 4K. Toi, tu as ta télé 4K depuis un bon moment. Donc toi, tu fais partie des gens qui sont prêts à passer au 8K. Donc tu vas te précipiter sur cette télé 8K 88 pouces OLED qu'a présenté LG, par exemple. Pas très cher en plus. Non, je suis même pas sûr qu'ils aient annoncé le prix. Ah, mais enfin, on voit quand même, chez Samsung, ils ont annoncé des prix, tu vois, par exemple. Mm. Le 65 pouces est à 5 000 €, le 75 est à 7 000 et le 85, donc pas 88, est à 15 000. Donc on peut imaginer que le 88 sera évidemment dans ces eaux-là. Ah tiens, si LG, le 65... ah non, c'est Sharp. Le 65 s'affiche à 12 000. Bon, enfin bref. Oui, donc on est dans des tarifs comparables à ce qu'on pouvait voir il y a quelques années avec la 4K. Bon, les tarifs d'une petite citadine, Ouais. faut dire ce qui est. Si vous comptez changer de voiture... On est à peu près dans cet ordre d'idée. Mais bon, on rigole, on plaisante, mais la question se pose vraiment, parce que je pense que la réaction de la plupart des gens, c'est « Mais attends, j'ai même pas encore de télé 4K, qu'est-ce qui nous emmerde avec les télé 8K ?» Est-ce que c'est une réaction légitime? Est-ce qu'ils sont vraiment en avance pour le coup? Ou est-ce que ça veut dire que la transition est déjà en train de s'amorcer et peut-être même, pour certains auditeurs, de se dire, bon, bah, je vais sauter le 4K et je vais passer direct au 8K, ça sert à rien est-ce que je sais pas, je sais même pas comment réagir, tu vois, j'en perds mes mots. Je vois ce que tu veux dire. Spoiler alerte, dans 2 ans, on sera à 12K. Presque mais ça. non, mais voilà. Honnêtement, non.
Enfin, c'est pas l'ère de la 8K, loin de là. Déjà, on commence à profiter vraiment de la 4K que depuis quelques mois avec, par exemple, Netflix 4K. Et profiter, les puristes diront que ça, c'est pas vraiment profiter de la Oui, 4K, voilà, parce que la qualité exactement. de compression est pas assez bonne, Voilà, ouais. et c'est pas incroyable. Mais ce sont les seuls enfin les seuls contenus que l'on a aujourd'hui. Enfin, moi, je veux bien croire que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui achètent des Blu-ray 4K qui ont des lecteurs Blu-ray 4K chez eux pour regarder leur série en 4K ou leur film en 4K sur la télévision. Mais je pense qu'on doit les compter sur les doigts de la main ou presque. Donc, si tu veux, déjà qu'on n'exploite pas le potentiel des télé 4K, les télé 8K, on n'y est absolument pas. Alors, je sais que ce que les gens vont dire, enfin, plutôt les commerciaux de chez Samsung vont dire, mais ne vous inquiétez pas, nous, on peut upscaler n'importe quoi en 8K grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning. Parce que c'est vraiment les deux trucs qu'ils ont mis dans... Non, mais je te jure! Oui, non, mais je sais, ils ont mis ça en avant. Ah, mais c'est ça, en disant, vas-y, c'est parti, vous inquiétez pas, il y a des processeurs dans tous les sens dans nos télévisions. Donc Elles même votre consomment contenu 4500 4K, watts, RTX 2080 et tout ça, quoi. Non, je plaisante, donc mais même même leur vos contenus 4K le seront contenu bénis. 4K, oui, seront Ouais. mis à l'échelle du 8K et donc seront de qualité meilleure. C'est sûr que je crois que le 8K, on passe à 33 millions de pixels, ce qui est 4 fois plus que ce qu'on a dans le 4K, qui est lui-même 4 fois plus que ce qu'on a dans la HD. Euh, donc, je dirais le gros problème, au-delà même de la question du matériel, qui étonnamment arrive à des prix qu'on avait il y a quelques années pour la 4K. Donc oui, on est au niveau du matériel sur cette pente. Non, le Par gros contre, avantage, c'est que les télé 4K, enfin, c'est déjà le cas, hein, vous trouvez des télé 4K à partir de 450 euros en 45 pouces. hmm, C'est pas la méga qualité, mais c'est plus que correct. Et du coup, là, c'est le gros avantage, c'est que d'annoncer la génération suivante, ça ça va installe celle d'aujourd'hui, oui. Voilà, ça va clairement démocratiser la 4K. Mais je crois qu'on a l'impression que ça va plus vite pour la génération d'après au niveau du matériel en tout cas, et c'est une impression qui est juste, je crois. Mais la vraie question qui se pose, comme tu l'as dit, c'est plutôt la question du contenu. Le Parce que contenu, ouais. oui, il y aura les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 en 8K. Mais déjà, je ne sais pas qui va les diffuser. Peut-être que si vous êtes au Japon et que vous avez un HK, vous aurez le contenu en 8K. Mais il y a vraiment l'accès au contenu qui est un énorme problème. Comme tu le disais, on arrive déjà à peine à une quantité de contenu suffisante en 4K. Et même tu parlais des Blu-ray 4K, il y en a pas énormément. Et même ceux Non, qui le sont seul truc que disponibles, je ils vois, sont c'est... pas d'immense qualité. Parfois, il y a des Blu-ray qui sont pressés à partir de contenus de K. Alors oui, c'est upscalé, c'est machin, c'est retravaillé, mais c'est pas vraiment pour profiter du 4K. Donc moi, je crois que le contenu est le gros problème et que là, c'est même pas vraiment la peine de commencer à s'inquiéter de la 8K. On est vraiment dans une configuration où Non, peut-être c'est que le jour où Hanouna diffusera son émission en 4K, peut-être que ça démocratisera, que tout le monde voudra un téléviseur 4K. c'est Et on aura possible. du 4K de qualité à la télévision. Mais tu sais quoi? Je vais t'avouer un truc. Déjà, entre la HD et le 4K, j'ai un petit peu de mal à voir la différence. C'est-à-dire que entre les anciens formats, les SD de l'époque de nos télévisions Oui, mais en fait, là où tu la CRT, vois, non, mais là où tu la vois, la différence, c'est quand tu es très près de l'écran. Je te donne un exemple bête. Tu bosses avec un ordinateur. On a vu la grosse différence entre les écrans 1080p et le Retina Display, par exemple, sur les MacBooks. Mais parce que tu es près de l'écran. Ou si tu as un écran d'ordinateur, enfin, moi j'ai eu un iMac pendant très longtemps, qui avait une résolution qui était supérieure au Full HD, et ça se voyait. Là... d'accord, mais du coup, avec une télé, quand Ah mais tu non, vois à c'est peine trop la loin. différence avec le 4K, moi, ce à quoi j'allais en venir, c'est avec le 8K, si tu as à peine la différence entre le HD et le 4K dans ta configuration, dans ta télé avec tes yeux, Ah oui, non, du coup, on est en droit de se poser la question. Alors, ce que dit tout le monde, c'est que oui, tu vois même plus les pixels, mais quand tu es à plus de 2 mètres, je suis tu les pas vois déjà certain que tu plus. vois la différence, ouais. Ah oui, non, moi je vois déjà Donc, plus les pixels sur ma télé à 3 mètres de la télé, quoi. Donc, non, mais bien sûr. Mais est-ce que toi, tu as vu une différence claire entre la HD et la 4K quand tu es passé à la télé 4K? ouais, je l'ai vu pour une raison simple, c'est que j'ai augmenté la taille de mon écran. Ah oui, d'accord. Enlarge your Enlarge TV. your screen. Voilà. Donc bon, Mais voilà.
Mais honnêtement, j'aurais pas pu prendre une télé 55 pouces comme j'ai aujourd'hui en 1080. Là, j'aurais clairement vu la différence. J'ai été en magasin d'ailleurs pour m'en rendre compte. Parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de rajouter les quelques euros pour passer en 4K sur une télé aussi grande? Et ouais, ça valait le coup. Mais parce que si on augmente la taille de l'écran, c'est pareil. Si demain je veux une télé 85 pouces, eh ben, j'aurais tendance à prendre une plus haute résolution parce que plus de pixels sur une surface plus grande, ça me permet de garder à peu près une taille de pixels raisonnable. Une finesse d'image. Voilà, une finesse d'image qui fait que je ne la vois pas. Mais c'est Ouais. pareil, un écran 85 pouces en 1080, tu le vois quand même. Moi, je pense que ta prochaine télé sera une 4K et que peut-être celle d'après sera une 8K. Je pense Oui, qu'on c'est est à possible. l'horizon Ouais, et encore, 2024, 2025 et encore. Je change de télévision tous les 10 ans, donc Ouais, bon. peut-être que ça sera une 8K. Peut-être. Du coup. Bon, d'autres choses qui ont été présentées à l'IFA, il y avait, comme je le disais, énormément d'enceintes connectées avec Amazon. Je crois qu'Amazon a annoncé que Alexa était disponible sur plus de 20 000 appareils différents, 20 000 références différentes, depuis 3 500 marques différentes. En début d'année, on était à 4 000 appareils au lieu de 20 000 et 1 200 marques au lieu de 3 500. Donc, bon, ensuite, c'est toute la question. Est-ce que être présent sur plein d'appareils différents, ça veut dire quelque chose? Il faut voir les parts de marché que ça donne, justement, mais il est évident. ouais, mais alors justement, il y a eu récemment, il faudrait que je retrouve les chiffres, mais c'est Google qui est devant, alors que Alexa était lancé bien avant. Et Google, je crois, à 39% du marché, ce qui est assez énorme avec les Google Home Mini et tout ça. Donc, ça veut pas C'est parce que c'est peut-être une présent sur beaucoup expérience un peu d'appareils plus... que... Ouais. Voilà. Après, oui, l'expérience est complètement différente. Moi, j'ai pour avoir les deux à la maison. Je me sers pas du tout d'Alexa. Ah, du coup, c'est réveillé. Moi, je t'avoue Comme que je me servirais de mon Google Home Mini, quoi. j'ai les deux à la maison et je me sers d'aucun d'entre eux. Donc, Mais ça c'est pas répond à la étonnant. question. Déjà, tu avais une Apple Watch, tu t'en servais pas, alors. Oui, c'est vrai. Bah, on parlera des watch justement T'es un homme un du petit peu plus tard. passé, Patrick. On le sait. Donc, d'autres choses qui ont été annoncées, c'est une série de téléphones, et notamment le processeur Kirin Les enceintes connectées, 880. c'est passé un peu vite. Hein. Ah bah Il y a oui, quand même- parce que moi, il y a j'ai quand même- pas... Mais parce qu'il y a quand même une petite tendance. Ah bah vas-y, dis-nous C'est les tout alors. enceintes connectées avec écran. Ouais, Et oui, en oui, particulier oui. chez Google. Ça change un petit peu ça change un peu l'usage. Surtout quand tu vois les nouveaux qui sont magnifiques d'ailleurs. Ou quand tu demandes une recette de cuisine, tu as les étapes, tu peux dire suivant ou toucher avec le doigt parce que l'écran est tactile. Ça te sert même de télévision d'appoint dans ta télé, par exemple, ou ce genre de truc. Quand Dans tu ta demandes un cuisine, tu veux dire. itinéraire, oui, dans ta cuisine, quand tu demandes un itinéraire, par exemple, c'est assez pratique parce qu'il t'affiche la carte avec l'itinéraire. Parce que moi, quand par exemple je dis combien de temps il faut pour me rendre au studio et qu'elle me dit avec les conditions de circulation actuelles, il vous faudra 12 minutes. Sauf qu'il y a 3 chemins différents pour y aller. C'est lequel chemin qui est en 3 minutes, en 12 minutes? Tu vois? Là, il m'affiche vraiment le détail, il y a tout ce genre de choses. Elles sont aussi compatibles Chromecast, donc tu peux même diffuser, montrer une photo par exemple depuis ton mobile sur le petit écran et tout ça. Il y a passer des appels visio et ce genre de trucs. Enfin bref, ça change un poil les usages. Et je t'avoue que je suis assez tenté moi de remplacer mon Google Home Mini par justement mais j'en ai deux d'ailleurs Google Home Mini. J'en ai un dans le bureau, un dans la cuisine. Mais celui de la cuisine, j'aimerais bien le remplacer par un assistant comme ça à écran. Et je trouve que c'est une tendance qui est on le voit arriver, hein, il y a JBL, LG, Lenovo, il y en a d'autres qui arrivent avec ça. Je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal et que D'accord. ça ajoute un intérêt. Et surtout quand tu sais que avec la domotique, par exemple, quand tu demandes de régler le thermostat à telle ou telle température ou ajuster la couleur, maintenant avec Google Assistant, tu as une nouvelle interface qui apparaît où tu vois vraiment un diagramme et tu peux même, si tu veux, tu as dit règle à 24, tu dis ah non, en fait, je voulais 25. Avec ton doigt, tu cliques sur le 25 et ça te le met à 25 et ainsi de suite. Je trouve qu'il y a une vraie interaction qui est assez sympa. Et je trouve que ça va ouvrir aussi une possibilité qu'aujourd'hui on n'a pas trop avec les assistants, c'est la proactivité. C'est-à-dire que j'ai un rendez-vous dans la journée. Si je demande à l'enceinte, elle va me dire vous avez le rendez-vous tech à midi. Mais si quand je rentre dans la cuisine, l'écran est allumé et m'indique déjà ce qui va se passer après, j'ai même pas besoin de le demander. Ça permet de rendre l'assistant bien plus contextuel, on va dire, et bien plus intelligent. Parce que je le vois mal se déclencher 10 minutes avant en hurlant dans la maison. Vous avez un rendez-vous, tu vois? Oui, alors que Non, si ça honnêtement. s'affiche sur l'écran, Alors, si ça ça va, affiche ouais. sur l'écran de façon un peu plus discrète,
même si l'écran, tu vois, reste noir avec une petite notif dans un coin ou un truc comme ça, je trouve que ça. Et du coup, tu peux l'interroger et lui dire affiche-moi mon rendez-vous suivant ou ce genre de truc. Ça peut être pas mal, tu vois. D'accord, bah oui, ça va pas moi me faire Toi, ça va rien commencer à changer pour toi. l'utiliser, oui c'est Mais ça, je mais trouve pour que ceux par qui contre, l'utilisent déjà les voilà. trucs. Je trouve que Et c'est marrant de voir que ça avec l'ajout de l'écran, bah forcément mécaniquement, automatiquement, ça se rapproche un petit peu d'une structure, d'une architecture de smartphone, mais vraiment Ouais, c'est ça. dédiée à l'aspect assistant. C'est Ouais, pas et un smartphone qui va avoir des apps et tout ça, c'est juste que c'est comme c'est si une le tablette. smartphone Ouais, ou une tablette, oui, une tablette dédiée à fixe et pas une l'assistant. automatique. Ouais, et dédiée à Intéressant. l'assistant. Donc Avec c'est une façon de voir le truc. avec Et, meilleur et micro, meilleure enceinte, tout voilà, ça. c'est ça. Et ça reste raisonnable en plus en termes de coût. Hein. On parle de 250 ou 300 euros. Hein. Donc c'est pas. Non, mais Ouais. quand tu vois le HomePod qui a un pseudo-écran et qui vaut 14 fois le prix, enfin Ouais, il a même j'exagère, pas mais. d'écran l'HomePod. Mais... Non, mais voilà. Ou tu vois, où l'assistant de Samsung, là, avec Bixby intégré, qui Hmm. pareil vaut une fortune. Bon, après, on va me dire, ouais, si Pépé Garcia était là, il dirait, non, mais tu veux pas, tu peux pas dire ça, le son est complètement bluffant, tu vois, il nous dirait ça. Mais, effectivement, sauf que là, on parle de l'usage assistant, pas de l'usage sono à la maison. Ouais. D'ailleurs, je suis Donc sûr que voilà. Pépé, s'il était là, il nous dirait à quel point les télévisions 8K sont d'une Ah oui. qualité époustouflante et pourquoi on doit les acheter tout de suite. Alors là, les Mais petits amis, c'est incroyable. Les télé 8K, c'est fantastique. on lui envoie des bisous, bien sûr. Oui, d'ailleurs, entre parenthèses, tu disais 300 euros, c'est un prix raisonnable. Il semblerait que Samsung soit en train de s'intéresser aux téléphones milieu de gamme dont on a souvent parlé dans l'émission, les Xiaomi, Hmm. Pocophone, machin, etc. Et qu'il serait en train de se dire peut-être qu'il y a des choses à faire dans les milieux de gamme aussi. Donc il est possible que le marché Ouais, avec la gamme des Galaxy modifie A. un petit peu. Ah oui, mais ils ont déjà Et des toujours, ils ont une Galaxy gamme, A, ouais, oui. la Mm. Galaxy A5, C'est A6, ça, tout ouais. ça, Mm. qui sont des milieux de gamme, qui fonctionnent très bien et qui sont très bien finis, hein. Mais ouais, qui ont la Mais qui particularité n'ont pas d'être un peu le même rapport Bah qualité-prix quand non, même que non. les trucs. Ah non, clairement non, il vaut mieux acheter un OnePlus ou C'est autre ça, ouais. que ça. Bon, Sony a aussi annoncé son Xperia XZ3, comme toujours des W à tes téléphones souhaits. de très bonne qualité, mais qui peinent à sortir du lot parce qu'ils sont tous de très bonne qualité. Huawei a, comme je le disais, Non, le son... problème de Sony, c'est que même s'ils se revendiquent d'avoir un design très classique, sans notch, sans machin et tout ça, on se concentre sur. En fait, le problème, c'est que ils font téléphone, j'allais dire de l'année dernière, mais c'est un peu ça en termes de look. Hmm. Quand tu vois ce que te proposent justement les Huawei, les OnePlus encore, les Xiaomi et tout ça en termes de design, bon, même le Pixel 3 XL qui est quand même plutôt moche, avec son double notch, double chin, double menton, eh ben, il est quand même plus original que le XZ3 qui fait, Ouais, honnêtement, tu vois ce téléphone-là, tu te dis pas il est sorti en 2018. c'est vrai, c'est vrai. En fait, Et il est hors tendance. Et c'est on dommage en parce que c'est parlait, un je crois, super produit. dans l'épisode précédent, et c'est vrai que cette histoire de mode, de changement qui crée la mode de manière presque artificielle, et ben dans les faits, on se rend compte que c'est vraiment le cas, parce que ce Oui. Sony, il est super beau, il est super bien, et s'il était sorti il y a un an, on aurait dit, bah oui, c'est un téléphone Ah, il est normal, top. et Ouais. là, on Il se dit, ressemble au Pixel 2 d'ailleurs. bon, ouais, un petit peu. Il y a un vrai look de Bon, Pixel 2. Et voilà. donc, fermons la page IFA, il y aurait d'autres petites choses à dire, mais je pense que là c'est quand même l'essentiel. Et ouvrons la page Wear OS, donc comme je le disais, l'OS de Google pour montre connectée qui a été rebrandé, repensé il y a peu de Ouais, temps. Et donc toi, je sais que tu es un fan de fitness et que le monde tu essayes un connecté. petit peu toutes ces choses-là. Ouais. Euh, où on en est dans cet univers? Est-ce que Eh le nouveau Wear bien, ouais. OS il est bien? Et est-ce que Alors en les fait, montres qui sortent, parce qu'il y a une Casio par exemple, moi ne je me dis une montre m'appelez Casio. plus nouveau Wear OS. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Wear OS est en version 2. Version 2. Et ils ont dit qu'ils voulaient plus les numéroter. Donc, du coup, ça restera Wear OS. Et ils vont faire des mises à jour, des itérations, parce qu'ils expliquent que l'OS est en pleine évolution et ça se voit. Parce que la dernière mise à jour, même si elle était considérée comme étant entre guillemets mineure, elle a quand même changé pas mal de choses en termes d'ergonomie. Et finalement, ça aurait pu être une version majeure. Donc, en fait, il faut savoir que Wear OS, même si ça fait déjà un petit moment qu'il existe des montres à l'époque c'était Android Wear, même si ça fait un petit moment qu'il existe ces montres-là, elles ont
pas mal évolué en termes de logiciel, mais très peu en termes de hardware. Et en fait, c'est ça le vrai gros problème aujourd'hui sur ce marché-là, c'est que on reste avec du hardware qui a 2 ans, sur lequel on a mis un OS qui lui a évolué, et c'est devenir de plus en plus léger, et ainsi de suite, pour éviter de se retrouver avec des montres qui durent une demi-journée. Sauf que dans les faits, on est sur des montres qui durent pas la journée, quoi. Donc, tu me disais que l'un des par exemple, soucis toutes les dans montres qui ont été l'architecture... voilà, c'est la taille du processeur, la taille de la gravure, le fait qu'il faille y adjoindre des coprocesseurs pour gérer, ou des chipsets pour gérer le Bluetooth, le Wi-Fi et tout ce genre de trucs, qui fait qu'on se retrouve avec des batteries complètement anémiques, des cartes mères qui sont énormes, et une consommation surtout digne d'un smartphone entrée de gamme plutôt que de celui d'une montre. Oui, parce qu'ils utilisent des processeurs de smartphone auxquels il faut rajouter des... Ouais. Voilà, et en plus, Google a eu la bonne idée de proposer, et moi je trouve que c'est une bonne idée, le Always On, donc j'ai toujours l'affichage, même s'il est un peu dégradé, il n'y a plus les secondes, il se rafraîchit moins souvent et tout ça pour essayer d'économiser un maximum. Eh bien, ça ne suffit pas à éviter la surconsommation d'énergie de ces montres-là. Et donc, on se retrouve, par exemple, il y a le d'accord moteur de recherche, pour pas déclencher mon Google Home Mini, qui lui forcément est en always on en termes d'écoute et tout ça, donc ça consomme de la batterie. C'était la même problématique finalement sur les montres Apple. Et donc aujourd'hui, si on doit faire un bilan de ce qui a été annoncé par exemple à l'IFA, eh bien il y a rien de neuf. Les constructeurs font un truc particulier. Et c'est pas les seuls, parce qu'il y a Casio, mais on pourrait en citer d'autres, comme TicWatch, qui est un constructeur chinois qui fait des montres pas chères du tout. À partir de 100 €, vous avez une montre sous Wear OS, la dernière version, tout ça. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais avec exactement le même processeur que cela, c'est-à-dire le Snapdragon 400, le vieux, qui date maintenant d'il y a plus de 2 ans, et qui du coup vous tiennent au mieux 18 heures dans la journée si vous n'avez pas fait de sport. Parce que si vous faites du sport et qui commence à mesurer le rythme cardiaque, la trace GPS et tout ça, terminé, vous faites une demi-journée, quoi. Donc, bon, mais il y a de l'espoir quand même à l'horizon. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, parce que le 10 septembre, très exactement, Qualcomm va enfin dévoiler entièrement son nouveau Snapdragon 2100 et le 2500 d'ailleurs, qui sont des processeurs qui, eux, par contre, sont minuscules et intègrent à l'intérieur tout ce qui est gestion de la connexion sans fil, donc Wi-Fi, Bluetooth et tout ça. Le 2500 intègre en plus la gestion du GPS et de la 4G. Voilà, l'idée c'est que il y aurait c'est un processeur qui est enfin conçu pour cette utilisation. Voilà, en fait c'est ça. Ils ont dit que ce processeur-là était vraiment dédié aux montres connectées. Et d'ailleurs, même Qualcomm eux-mêmes vont fabriquer 2 ou 3 modèles de montres et ils vont les vendre avec leur propre processeur et tout ça, en disant mais voilà, ça c'est un peu l'état de l'art de ce que nous on sait faire en hardware et tout ça. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre de ces nouveaux processeurs, a priori, et de ces nouvelles montres? On peut en attendre... Excuse-moi, juste pour préciser, toutes les montres qui ont été annoncées jusqu'à maintenant, là, la Casio, la Skagen, bon, Samsung, elle est même pas sous Wear OS, si je ne m'abuse. C'est réglé. Non. Elles sont toutes avec les anciens processeurs. C'est ça. Donc là, on est sur des montres, même si elles sortent qu'en janvier ou autre, elles sont avec les anciens processeurs. Alors après, il n'est pas exclu que Casio sortent une variante, parce qu'ils ont jusqu'au mois de janvier, donc pareil là ils ont annoncé un truc parce qu'ils pouvaient pas dévoiler exactement ce qu'il allait avoir dessus, mais normalement le processeur annoncé c'est pas le 2100, c'est l'ancien. Donc on est face à une montre qui va utiliser le processeur d'il y a 2 ans. Et alors comment font les constructeurs, TicWatch aussi d'ailleurs, ils rajoutent un système d'affichage en noir et blanc. Par exemple, chez TicWatch, ils ont 2 écrans l'un sur l'autre. Il y a l'écran couleur Wear OS classique et un écran affichage quartz mais transparent. Et quand l'écran Wear OS s'éteint, c'est l'écran quartz transparent qui s'affiche par-dessus. Et toi, tu peux même d'ailleurs dire je veux rester en quartz tout le temps et passer sous Wear OS que quand vraiment j'en ai besoin. Et du coup, il n'y a que tout l'aspect fitness qui lui est géré en noir et blanc, on va dire. Donc ça permet de pas trop consommer, voire rien du tout. Et dès que tu veux passer sous Wear OS pour utiliser l'assistant, tous les applis Android et tout ça, eh bien là, tu repasses sur une consommation classique, donc un jour d'autonomie. Par contre, le souci, c'est que le switch de l'un à l'autre est très très lent, puisqu'il faut redémarrer complètement l'OS Wear OS. Oh là là. Mais donc, du tu as coup... 30 secondes de décalage. Je veux dire, les solutions, là, les palliatifs trouvés, sont pas du tout de bonnes solutions. Donc avec ces nouveaux processeurs Qualcomm,
Mais ça règle ce problème-là. Voilà, ça règle ce problème. Normalement, on est censé se retrouver avec 2-3 jours d'autonomie avec ces montres sous Android. Et du coup, bon, 2-3 jours, forcément, c'est mieux qu'un jour. Mais moi, c'est comme une Apple Watch, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai toujours eu la question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce que Apple et tous les autres constructeurs font des téléphones qui se rechargent tous les jours? Pourquoi ne pas essayer de faire 2 jours ou même 3 jours? Le truc, c'est que si tu as un truc qui se recharge, qui se fait tous les jours, tu as ta routine quotidienne et tu sais que tu le branches le soir avant d'aller te coucher. Et si tu passes à 2 jours, eh ben, tu as tout à fait des chances d'oublier d'aller le charger parce que c'est un jour sur 2, machin. Et avec les montres, c'est le même problème. Si tu dois la charger tous les 2 jours, autant la charger tous les jours. Quelle est la différence? Je suis d'accord. Sauf que quand t'es obligé de la charger à 18h, c'est pas la même chose que la charger. Bien sûr. Il faut qu'elle tienne, disons, 30 heures plus que 24. Aujourd'hui, le problème des Wear OS, c'était ça. Voilà, mais le problème des Wear OS, c'est que quand ils te disent « vous tiendra la journée », tu l'enlèves. Moi, je l'ai enlevé honnêtement à 7h le matin. Et à 18h, fallait que je la charge, quoi. Oui, tu l'as enlevé du chargeur. Chargeur, ouais. Et à 18h, fallait que je la charge. Donc, en fait, c'est pas une journée d'autonomie. Ok, bon. Et au-delà de ça, alors, est-ce que tu es content de Wear OS dans son utilisation? Je crois que tu es passé par un petit peu tous les... Alors, j'ai essayé pas mal de trucs, mais Wear OS, honnêtement, est un bon OS mobile. La dernière version là qu'ils ont proposée ajoute un truc que Siri ne fera jamais ou pas aussi bien. C'est le Google Assistant Feed. Qui justement, si vous avez alors Siri arrive à le faire à peu près, attention, je dis pas qu'il le fait pas aussi bien, mais il arrive à le faire, surtout la dernière version de WatchOS qui arrive là, donc tu vois, je suis même médisant. On va dire que Google rattrape son retard et même pas un peu au-delà, parce que Google Assistant, c'est déjà énormément de choses sur vous. Quand vous attendez un arrêt de bus, il vous affiche l'horaire du bus suivant et ce genre de trucs. Enfin, moi, ça me le fait dès que je passe à côté d'une station de tram à Bordeaux et tout ça, donc c'est top comme terme de fonctionnalité. Là, vous avez ça sur votre montre. Vous swipez sur votre montre et vous avez le prochain rendez-vous, combien de temps il faut pour vous y rendre, le trafic pour rentrer chez vous, l'horaire de passage du prochain tram, enfin tout est contextuel. Et tout ça, si vous devez prendre un avion, vous avez le billet d'avion qui est affiché, tout ce genre de trucs en fait. C'est vraiment les avantages de l'assistant Google sur votre montre. C'est ça. Et enfin, ça fonctionne parce que jusqu'à maintenant, c'était... Présent, il n'y avait pas ce feed, c'est-à-dire qu'il fallait interroger Google Assistant qui te le donnait. Où tu avais les notifs de ton Google Assistant sur ton téléphone qui apparaissaient sur ta montre. Sauf que là, c'est complètement indépendant. C'est la montre qui va gérer ça. Il n'y a plus besoin d'être proche du téléphone ou quoi que ce soit. L'assistant feed est géré par la montre. Et ça, c'est top. Et ensuite, il y a l'aspect fitness. C'est vrai que c'était un peu le parent pauvre sur Wear OS, même si l'appli fitness fonctionne très bien. Et j'ai pu comparer avec celle d'Apple en termes, tu vois, de calories brûlées et tout ça. C'était très, très proche. Donc, honnêtement, il n'y a pas de souci avec les données de l'appli fitness. Par contre, ce qui était très chiant, c'est qu'il fallait chercher l'appli fitness. Il n'y a pas de raccourci rapide, alors qu'Apple a mis vraiment en avant l'aspect santé de ses montres connectées. D'ailleurs, ça devient presque plus des montres, mais presque des trackers d'activité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Ils sont vraiment recentrés sur cet aspect. Sur la santé. Et Google est en train de faire la même chose. Donc là, maintenant, pareil, avec un swipe, on peut voir où est-ce qu'on en est de ces fameux points cardio qu'ils ont lancés. Ils ont lancé une gamification de l'activité, comme le fait Apple. Et ils sont en train de rattraper leur retard. Et là, honnêtement, ce qu'ils ont montré, et moi j'ai pu utiliser un peu Google Fit, c'est pas mal. C'est pas mal. Et même, je sais que Google aura ce gros avantage par rapport à Apple de proposer le fameux coach qu'il propose. On sait très bien que toutes les données vont être croisées avec d'autres utilisateurs qui ont à peu près le même profil que vous et ainsi de suite. Et il vous proposera soit d'augmenter vos objectifs, soit il vous proposera de vous motiver grâce à des choses qu'il aura détectées chez plein d'utilisateurs. Et je pense que le Google Coach et l'assistant santé de Google a moyen de faire aussi bien, voire mieux que ce que propose aujourd'hui Apple. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve que c'est en fait ce que je disais, j'ai toujours dit depuis longtemps avec les trackers d'activité qu'il manquait de l'intelligence dans tout ça. Et là, en fait, le fait... Ouais, merci. Ton intelligence, tu vois, il manque vraiment d'intelligence. Il manquait de l'intelligence dans l'exploitation des données. Aujourd'hui, c'est à toi. Rappelle-toi, on avait fait une émission sur la remise en forme. Et ce que j'expliquais, c'est que tu as une balance connectée, tu as un machin, mais c'est à toi de faire le lien entre tous ces éléments. Le machin, et c'est à toi d'essayer de déduire un truc qui fait quand j'ai mangé ça, quand j'ai fait telle activité, mon poids a augmenté, machin et tout, c'est à toi de faire ce lien. Sauf que eux ont la capacité justement d'aller chercher ces données-là que tu déposes dans Google Fit et de te dire, OK, vous avez votre poids a augmenté et on a noté que votre activité a baissé.
peut-être que vous devriez bouger plus ou changer votre façon de manger. Non, mais bon, ça va, niveau intelligence, c'est pas non plus C'est un exemple très basique. Oui, bien sûr. Mais par exemple, il peut dire, tiens, on a remarqué qu'à même niveau d'activité, même machin, vous y êtes moins hydraté cette semaine, et donc du coup, vous avez pris du poids, ou au contraire, vous en avez perdu, j'en sais rien. D'accord. Ou vous êtes plus fatigué, parce que tu vois, il peut même avoir ton rythme de sommeil, ce genre de truc. Donc, il peut vraiment arriver à faire un truc, vraiment top. D'accord. Et à part Google, je sais pas si Apple est capable de faire ça aujourd'hui, parce que le problème, c'est que, et le problème ou l'avantage, hein, ça dépend comment on se place, mais c'est qu'ils considèrent que les données sur la santé sont privées, à moins de participer à des études publiques, mais oui, donc, ça c'est encore ensuite une autre. Machin, ça suffit d'exploiter les données d'autres utilisateurs et c'est un peu compliqué. Ouais. Donc non, honnêtement, on sent que Google veut se lancer là-dedans. Et alors ils ont fait un truc incroyable. La rumeur disait qu'ils allaient annoncer des montres de la marque Google là cet automne, sans doute en même temps que les Pixels. Et en fait, ils ont démenti complètement le truc en disant ben non, ça arrivera pas avant le mois de janvier 2019, donc sans doute le CES par là. Et on sent qu'ils veulent pas se rater cette fois et qu'ils veulent prendre le temps de faire un truc propre. Ah mais du coup, montre Google qui vont arriver. Ouais. Ça, j'avais raté l'information, effectivement. Donc là, en fait, peut-être avec les nouveaux processeurs. Ouais. Ah mais c'est certes. Ah non, c'est pas peut-être là, c'est sûr. Mais il est urgent d'attendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez vous équiper dans une montre Wear OS, attendez. Ah bah t'as attendu la fin du sujet pour le dire. D'accord, très bien. C'est pour ceux qui. Moi, tu vois, en attendant, j'ai acheté une montre pas chère parce que je voulais quand même une montre connectée vu que j'ai plus d'iPhone Apple Watch. Je voulais une montre connectée et là, je me suis pris une Stratos 2 de chez Xiaomi qui fait les bases de ce que je demandais et qui a 5 jours d'autonomie avec rythme cardiaque en permanence et tout. Donc là, je sais que je la charge en fait tous les vendredis. D'accord. À peu près. Et du coup, elle me tient tout le week-end, voire plus, tu vois, donc, en fonction de l'activité que j'ai dans la semaine. Et donc, tu attends les montres Google en début d'année prochaine. Ouais, en fait, j'ai fait mon passage Wear OS. C'était cool, mais charger sa montre à 18h, ça m'a vite saoulé. Ouais, je comprends. Voilà. Bon, si espérons que... rester dessus. D'accord. Mais voilà, là, mais par contre, j'étais complètement convaincu par l'expérience, ça marche très bien. Super, merci pour ce topo et ce résumé et surtout merci de nous avoir expliqué ce qu'il faut et ne faut pas faire si on est intéressé par Wear OS dans les mois à venir. Attendez. Bon, on va faire une toute petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs, une petite pause pour vous parler de Patreon. Comme à chaque épisode, on vous explique comment l'émission peut fonctionner. C'est simple, ça fonctionne avec Patreon. Patreon, c'est un système où vous allez vous inscrire, vous dites « je veux donner à l'émission » tant de dollars par épisode. Vous choisissez combien d'épisodes par mois vous voulez soutenir. Vous choisissez absolument tout ce que vous voulez. Vous avez le contrôle partout dans ce système. Et à la fin du mois, vous êtes débité pour la somme que vous avez, à laquelle vous avez contribué. Et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et c'est comme ça que fonctionne l'émission. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'auditeurs qui apprécient l'émission, qui choisissent de la soutenir financièrement, on parle vraiment de sous, là, de choses sérieuses, l'émission n'existerait plus, je pense, parce qu'il faut que je mange et que je nourrisse mon bébé et que je paye mon loyer, comme tout le monde. Donc, si vous appréciez l'émission, vraiment, prenez le temps de vous intéresser à ce système de financement qui est, comme je le dis à chaque fois, hyper sain, hyper bien conçu, parce que vous choisissez, vous avez l'émission de toute façon, que vous participiez au financement ou pas, et si vous l'appréciez suffisamment, je vous encourage à aller voir ce que ça pourrait donner de participer au financement, au-delà des récompenses qu'on peut avoir sur le site pour la participation. Au-delà de ça, il y a aussi la satisfaction profonde de se dire, moi, il y a un truc que j'aime bien, j'y participe. Et ça, c'est un engagement important dans la vie, je pense. Bon, je suis un tout petit peu biaisé, mais oui, entre parenthèses, autre engagement important, on est au début du mois. Si vous avez changé de moyen de paiement, si votre carte de crédit a changé, etc., n'oubliez pas d'aller modifier les informations sur votre compte parce que ça ne se fait pas tout seul, évidemment, et du coup, ça ne peut plus être facturé. Donc, il y a eu une baisse significative ce mois-ci, donc n'oubliez pas d'aller remettre ça à jour. Moi, c'est passé. Toi, c'est passé, bon, ça va. Mais toi, c'est les cartes que tu as achetées sur des sites du dark web, donc ça passe toujours avec toi. Ouais, ça s'appelle PayPal, c'est vraiment le dark web.
Et surtout, je voudrais remercier des nouveaux patriotes de ce mois-ci, ou du mois dernier plutôt. Je voudrais remercier Nicolas Poulot, Michel Arlange, Guibert, Franck Coquillard et Jean-Luc Guimpier. Merci à vous tous et merci évidemment à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant de votre soutien parce que c'est quelque chose qui est au-delà du fait que oui, ça me permet de manger tout ça, c'est vraiment une preuve du fait que vous appréciez l'émission et que je fais pas un travail qui est complètement lamentable. Donc merci à vous tous qui choisissez de soutenir l'émission. Bon, on continue avec des leaks dans tous les sens. Alors, il y a eu deux trucs assez marrants pour Apple et pour Google. Alors, on a l'habitude des leaks, mais ce coup-ci, du côté d'Apple, on a eu quelqu'un qui a mal configuré un serveur de stream de test pour la conférence du 12, qui a été confirmée pour le 12, on le savait déjà. Mais il a mal configuré un stream de test, et donc je crois que c'est 9to5Mac qui a réussi à se connecter au serveur. Je ne sais pas comment ils ont vu, peut-être qu'ils essayent tout le temps de se connecter à tous les serveurs pour tester. Mais ils ont eu donc plein d'images officielles, parce que un type de chez Apple, qui à mon avis s'est fait passer un petit savon, a mal configuré le truc, a pas chiffré le truc, ou je ne sais quoi. Et donc, on a eu plein d'images, des choses qu'on savait déjà, hein, les nouveaux iPhone 5,8 et 6,5 pouces, qui s'appellerait iPhone XS, XS, donc comme excès, ça va être le prix qui va lui valoir cet adjectif. L'Apple Watch Series 4 avec effectivement un écran qui est plus large sur, a priori, la même taille de matériel. Et une rumeur qui n'a rien à voir avec ça, mais une rumeur selon laquelle Apple pourrait supprimer le 3D Touch de ses appareils. À terme, c'est possible, mais c'est pas sûr. Mais c'est vrai que bon, même si ça peut être sympa de temps en temps pour certaines choses, surtout pour le clavier quand on tape, c'est pas non plus le truc qui a une utilisation indispensable chez tout le monde, je dirais. Et ça, c'était pour Apple. Je vais te donner la parole après pour tous ces trucs. Mais l'autre truc, c'était Google au niveau des fuites. Alors eux, c'est même plus des fuites. Il y a en fait un employé qui a oublié un Google Pixel 3 XL dans une voiture Lyft, qui est l'équivalent de Uber. Une voiture Lyft, et le chauffeur, manque de peau, était visiblement un petit peu technophile parce que il a compris ce que c'était et il a posté anonymement sur Internet des photos. Là encore, on en avait déjà, mais il a posté des photos du Pixel 3 XL. Et on a aussi eu des leaks du Pixel 3 tout court, qui pour le coup n'a pas le notch, j'oublie à chaque fois le nom en français. L'encoche. L'encoche, merci beaucoup. Qui n'a pas l'encoche, mais donc qui est un petit peu plus traditionnel. Et voilà, donc on a toutes les infos. Un écran de 5,5 pouces, une résolution de 2160 par 1080, Snapdragon 845, etc., etc. Donc, bon, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre pour le Pixel 3. J'avoue que je le trouve pas super beau. Il a cette double couleur derrière. Moi j'aime bien ça. Ouais, bon, c'est stylisé d'une manière spécifique, mais moi ça me plaît pas trop. Moi ça j'aime bien, mais après, non, moi c'est le problème du notch énorme. Et ça c'est sur le XL, oui. Ouais, sur le XL, Pixel 3 XL. Non, mais même, enfin le truc c'est qu'il a un look très classique. Je sais pas pourquoi, mais maintenant. Enfin, je t'avoue que moi, je fais partie des gens qui aiment beaucoup le borderless, quoi. Ouais. Donc, essayer vraiment d'avoir l'écran qui fait toute la surface ou le plus possible, comme pour l'iPhone 10, quoi. Enfin, l'iPhone X. Et L'iPhone 10, on dit 10. Officiellement, 10. C'est 10. Attention, tu vas te faire engueuler. Mais t'as dit XS tout à l'heure, alors du coup, faut savoir. Oui, parce que oui, c'est vrai. C'est 10S, mais ça se lit XS. S'il n'y avait pas une marque de parfum qui était XS. Je ne sais plus laquelle, mais oui. Et donc vas-y. Du coup, bon voilà, moi je suis un peu dubitatif sur ces téléphones. Bon, après, il est censé être un peu plus bas de gamme et tout ça, mais le Pixel 3, tu veux dire? Ouais, je comprends pas qu'il y ait autant de différences de design entre le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Tu vois, chez Apple, quand tu fais un iPhone, à part là avec le 10, mais sinon ils se ressemblent tous, le grand, le petit, le moyen, et là même ça va être pareil pour les nouveaux 10, enfin ou 11, ou je sais pas comment ils vont les appeler, ou XS ou machin. Il va y avoir un petit, un grand, un moyen, mais qui auront la même tête, quoi.
Moi, je pense que c'est pour couvrir plusieurs gammes, parce que chez Apple, ils ont l'avantage d'avoir des appareils plus anciens qui restent assez valables pendant plusieurs années. Chez Google, je crois que le Pixel 2, oui, il est encore valable, mais je pense pas qu'ils pourraient vendre encore le Pixel 2 comme modèle bas de gamme. C'est peut-être plus... Enfin, bas de gamme. Modèle milieu de gamme. Ah si, c'est peut-être plus... Oui, tu crois? Ah ouais, il a les caractéristiques d'un téléphone milieu de gamme. Avec tous les nouveaux téléphones qui sortent maintenant pour 300 Ah euros, ouais, même mais pas... attention, eux ont des processeurs haut de gamme dedans et tout ça, tu vois. Donc, en fait, c'est ça la différence. C'est que quand tu as des constructeurs comme OnePlus qui te sortent un téléphone à 400 euros avec le dernier Snapdragon, 6 Go de RAM et tout ce que tu veux, bah ouais, clairement, ton modèle de l'année dernière, il fait figure d'entrée de gamme, quoi. Bah, c'est ce que je Mais veux dire. oui, mais c'est à cause des autres constructeurs, en Ah fait, bah oui, que bien tu as sûr. cette sensation-là. Mais Mais dans les faits, le fait est que le Pixel 2, il pourrait fonctionner très bien, tu vois. il pourrait fonctionner. Mais quand tu as le choix entre un Pixel 2 d'il y a quoi, 2 ans, et un Pocophone Oui, ou un OnePlus sur ou un iOS, machin, t'as pas le choix, donc c'est c'est ça, réglé. voilà. Et même, j'irais même jusqu'à dire que sur iOS, mine de rien, un iPhone 6S d'il y a quoi, maintenant 3 ans, ou un 7, eh ben, il tourne toujours très très bien. Et c'est pas forcément le cas... Enfin, oui, le Pixel 2, il va bien tourner, mais il n'est pas comparable à ce qui se fait aujourd'hui à des prix comparables. Donc oui, il y a ce double avantage que chez Apple, bah, t'as pas le choix, mais aussi leur matériel est plus maîtrisé parce qu'ils maîtrisent Enfin, c'est même pas une question de parce qu'ils maîtrisent le logiciel, Google aussi maîtrise le logiciel. Mais je trouve que le Pixel 2 était un petit peu moins... euh, tient un petit peu moins bien la route aujourd'hui. Mhm. Euh, qu'un équivalent iPhone qui est sorti il y a aussi longtemps. Je sais pas pourquoi, mais... Et c'est peut-être pour ça qu'ils sortent le Pixel 3 et le Pixel 3 XL de Bien manière sûr, quand différente tu à pouvoir... vois les Xiaomi Mi Mix 2, enfin, tous ces téléphones-là qui Mm, sortent, même le Pocophone, évidemment, le Pixel 2 mm, est complètement has-been. c'est ça, ouais. Bon. Donc voilà, pour Apple et Google, on n'a pas trop parlé d'Apple, mais on en parle suffisamment, donc Ouais. on va passer à autre chose et parlons un Keynote le petit 12. peu... Pardon? Keynote le 12, du coup. Keynote le 12, ouais. Donc, bon, ça sera même pas pour le prochain épisode, ça sera celui d'après. Mais est-ce que peut-être qu'on essayera de faire Ouais. un petit On va le live faire. Bien sûr. avec les renégats? On fera ça Voilà. sur Twitch. Studio Renegade sur Twitch. Très bien, on se fera ça ensemble. C'est toujours sympa. Voilà. Toujours un bon moment. Alors, quoi d'autre? Ben, pour les Parisiens, le Navigo va enfin arriver dans le smartphone. Le Navigo, pour ceux qui ne savent pas, c'est la carte de métro, en fait. La carte où on met les tickets de métro, ou plutôt la carte où on a son abonnement au métro. Et ben, ça va enfin arriver sur les smartphones. Pas sur l'iPhone, a priori, pour le moment. Espérons qu'ils réussiront à négocier avec Apple la possibilité d'utiliser la puce NFC de l'iPhone pour cette utilisation. On sait que, Ben, on évidemment, avait Apple vu est lors de très la dernière restrictif. WWDC que justement le NFC commençait à s'ouvrir. Donc, Un petit peu, ouais. Et en plus, ben, pour ce type d'usage sécurisé, puisque Apple dit je veux pas que ça soit ouvert à n'importe quoi, bah, pour Navigo, ça aurait totalement du sens. complètement. Et en plus, ils ont déjà un accord avec les transports japonais, et c'est possible d'utiliser son iPhone pour les transports à Tokyo avec la carte Felica, qui est l'équivalent du Navigo. Donc, Mhm. donc oui, à mon avis, après cette période de test qui commence avec des appareils assez restreints, c'est spécifiquement sur Android avec tel type d'appareil, j'imagine que ça sera ouvert à plus d'appareils, j'espère les iPhones aussi. Et on pourra aussi bientôt prendre le bus avec des tickets par SMS. Et ça, c'est un truc qui existe dans différents pays depuis un moment, notamment en Finlande. Et Mhm. je comprends pas pourquoi ça a mis aussi longtemps à arriver en France. Je sais pas si c'est possible à Bordeaux ou dans d'autres villes du Non, pays. et c'est certains bus, hein. Oui, c'est certains bus, mais ça, c'est, j'imagine, pareil, Expérimentation, une ouais. implémentation qu'ils font étape par étape. Mais c'est tellement bête. Tu envoies un SMS, le SMS est surtaxé pour te prendre le prix du billet, tu reçois en retour un SMS avec le code qui correspond à ton SMS, et si tu te fais contrôler, ben, tu montes ton SMS, et bon, s'ils veulent contrôler le code, ils peuvent assez facilement, j'imagine. Et voilà, et comme ça, c'est beaucoup plus simple
que de penser à acheter ses billets ou ses tickets avant de prendre le bus, ou de s'emmerder avec, voilà, j'ai 1,50 € et le conducteur du bus doit aussi faire la vente du ticket pendant qu'il est en train de conduire et pendant que, bon, bref, tu achètes avec ton SMS et voilà, et c'est tout. Et c'est une technologie qui aurait pu être implémentée il y a bien longtemps, et je sais pas pourquoi. Nous, ils ont changé les lecteurs dans le tram, par exemple, et dans les bus, qui sont maintenant NFC. Mais ils sont NFC, mais ils fonctionnent uniquement avec des tickets NFC. Donc, et pas avec les smartphones. Surcharge, en fait. Ouais, non, mais... Ouais. Bon, c'est déjà... Bah, ça, c'est comme les Navigo. Aujourd'hui, ils ont une appli sur smartphone géniale où quand tu dis... Il y avait un truc genre acheter son billet et tout ça, je me suis dit, waouh, super. Ils te disent où tu peux l'acheter. Non, pire, ça ouvre le site web avec l'achat en ligne et tu te fais livrer chez toi des tickets. C'est quand même la classe. Le futur, tu vois. Pas mal. Mais voilà. Tu sais, tu parles de carte avec NFC, le Navigo, c'est ça aussi. Tu passes ton Navigo sur le lecteur, mais oui. Bien sûr. Bon. Mais il y avait un logo avec un smartphone et tout à l'époque. Et... La livraison du ticket, c'est pas mal. Ouais, c'est parfait. Amazon serait en train de planifier le lancement d'un service de vidéo, donc Amazon Vidéo, gratuit avec des pubs pour ses Fire TV spécifiquement, au moins au début. Donc Amazon Vidéo gratuit avec pub, tes clients, ou tu veux continuer à payer, enfin tu l'as de toute façon avec Amazon Prime, donc je pense que toi ça t'intéresse pas, mais est-ce que ça pourrait t'intéresser peut-être pour d'autres services type Netflix, Netflix gratuit avec pub, tu serais client ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, Ah, moi je dis non direct, hein. Je suis un riche bourgeois, mais... Ouais, mais j'essaie de me mettre à la place des étudiants qui aimeraient pouvoir regarder Netflix. Ah, c'est ça. Et qui n'ont pas les moyens de se le payer. Non, mais les étudiants, ils prennent le code du grand frère ou le code du cousin. Ouais, je sais, mais... Mais ne serait-ce que sur Amazon Vidéo, il y a des séries assez sympas et avec pub. Alors, si c'est pub avant et après l'épisode, peut-être. Mais au milieu, moi, non, c'est pas possible. Ou à la limite, une fois. S'il y a une pub pendant un épisode, peut-être. Un épisode d'1 heure ou 45 minutes. Enfin, une pub. S'il y a une coupure pub, à la limite. Mais c'est vrai que ça peut y donner accès à certaines personnes. Entre parenthèses, Netflix était en train de faire des tests, visiblement, pour faire des annonces pour d'autres séries avant la série que vous voulez regarder. Ce qui est évidemment de la pub, mais pour leurs propres produits. Oui. Il y a eu tellement de retours négatifs, je me demande s'ils vont continuer à le faire. Mais ça commence, tu vois. Ils sont tellement forts qu'ils peuvent commencer à faire n'importe quoi. Ouais. Ça, que tu veux. Ouais, c'est à peu près la réaction d'Internet. Je sais pas. Après, tiens, moi, j'ai peur un truc qui va te faire réagir. Allez. Non, pardon, tu voulais dire. Non, moi j'ai peur d'un truc, c'est que je suis pas certain que la pub leur rapporte plus que rapporte les abonnements en fait. Et oui, je vois pas le modèle pérenne là-dedans en fait. Donc, ouais, c'est vrai que ça c'est. Bah ça dépend. Moi je pense que plus que ça, l'idée c'est d'étendre le service à d'autres publics. Parce qu'il y a des gens qui ne payeront jamais ce type de service. Alors aujourd'hui, on parle d'Amazon, mais peut-être qu'à terme, il y aurait possiblement un truc Netflix. Et ces gens-là, ils ne paieraient pas de toute façon. Donc tu vas chercher de nouvelles personnes. Tout l'art du truc, c'est de mettre suffisamment de pubs et d'emmerder suffisamment les gens pour qu'ils soient poussés à payer si ça rapporte pas assez, quoi. Mais en même temps, si tu mets plus de pubs, ça fait chuter le prix de la pub et donc ça rapporte moins. Ouais, c'est un engrenage dont il peut être difficile de se sortir, c'est vrai. Non, là, c'est uniquement sur les Fire TV. Donc, c'est une autre partie de l'écosystème d'Amazon. Donc, peut-être que c'est pour ça que ça peut fonctionner dans ce contexte, c'est vrai. Ouais. Le président Trump, alors j'en parle plus énormément ces temps-ci, mais il a tweeté il tweete tous les jours des trucs assez outranciers, mais là il a tweeté le fait que Google avait censuré ou n'avait pas promu son discours du State of the Union, qui est un discours annuel que font tous les présidents, alors que Google l'avait mis en avant sur sa page d'accueil avec le président Trump. Et non seulement c'est faux parce que Google l'a mis en avant pour le cas du discours du président Trump, mais on commence à... Comment dire ? C'est dans le cadre de cette idée que
les grands du net, les grandes sociétés du net ont un biais contre... Pardon ? Ils sont pas neutres, quoi. Ne sont pas neutres et ont un biais contre les voix conservatrices aux États-Unis. Donc les voix conservatrices, c'est la droite américaine qui, on le sait, est quand même en ce moment particulièrement à droite. Et quand on sait que notre droite française, je ne parle pas de l'extrême droite, mais notre droite française serait à gauche du spectre politique américain, on peut comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Mais ça me permet de refaire un point sur cette idée que soit les journalistes, soit les grands du net, soit quelqu'un est contre nous et qu'il ne faut pas leur faire confiance. Et c'est une idée qui est hyper dangereuse et qu'on voit dans le cadre de la presse de plus en plus en France, et tout le monde l'a fait. Quand je dis tout le monde, ça veut dire la plupart des courants politiques. C'est pas réservé à ni la droite, ni la gauche, ni le centre, ni le gouvernement, ni l'opposition, enfin tout le monde à un moment est arrivé à essayer de se défendre en disant oh, les journalistes sont on n'a pas une presse libre en France où les journalistes font des sujets à charge, machin. Et je pense qu'il est vraiment important de noter encore une fois que ça soit pour la tech, que ça soit pour la presse, oui, il faut garder un œil critique sur ce qu'on voit, mais il y a une différence entre un petit site qui est perdu quelque part et qui dit un truc qui est peut-être pas juste ou pas prouvé, et un grand média ou plusieurs grands médias qui mènent l'enquête, ou un site ou un média qui a des intérêts particuliers qu'il essaye de défendre. Oui, ça peut arriver, oui, ça arrive, mais on a quand même, dans l'ensemble, une industrie de la presse et une industrie de la tech qui sont, à mon sens, qui font non seulement de leur mieux, mais qui sont de qualité. Et il faut garder à l'esprit que le fait de condamner l'ensemble de ces industries, ça a un énorme avantage, c'est qu'on ne va plus croire aux enquêtes ou aux accusations sérieuses ou à l'image qui nous est renvoyée. Parce que, bon, pour la presse, c'est pas de ça qu'on parle spécifiquement, même si, bien sûr, le président Trump attaque la presse régulièrement. Mais là, ce qu'ils essayent de faire, l'angle qu'ils sont en train de prendre, c'est on est biaisé contre les conservateurs, et c'est pour ça qu'on efface nos voix. Alors qu'une autre possibilité, qui à mon sens est tout à fait crédible, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on a plus de censure des voix de cette partie du spectre politique, c'est parce qu'ils disent des choses qui sont moins acceptables et qui sont plus censurables. Et du coup, comment rester neutre et admettre qu'il y a des choses plus censurables d'un côté que de l'autre du spectre politique ? C'est compliqué, mais il faut le regarder avec lucidité. Et c'est le cas, alors aux États-Unis c'est un exemple extrême, mais je pense qu'il faut bien comprendre cette situation pour ne pas se laisser piéger par une situation similaire qui pourrait, à terme, arriver dans nos contrées également. Et évidemment, je pense à tous les extrêmes, mais en particulier à l'extrême droite en France, qui mène ce genre de discours également et qui pourrait s'inspirer de ce type de réaction. Et ça ne veut pas dire que ce genre de choses ne peut pas arriver, mais il faut les regarder avec lucidité et pas se laisser entraîner dans ces arguments balais qui mettent tout le monde dans le même sac. La presse, c'est tous des vendus, la presse est incompétente, les grands du web censurent telles idées ou tel truc, Google, Facebook, Twitter dans le même panier, alors que vraiment, ils font, et on l'a détaillé dans notre émission à de nombreuses reprises, ils se plient en quatre pour essayer justement de rester neutres, et même ils ont tendance à laisser passer trop de choses, plutôt que de censurer trop. Et bon, en conclusion, je dirais que entendre le président Trump qui dit que les Twitter ou Google ou qui que ce soit essaye de le censurer, enfin, il s'est quand même fait avec ces outils-là et continue à se faire. Donc, bref. Oui, voilà, il a diffusé toute sa propagande via ces outils-là et aujourd'hui, il dit que c'est biaisé. Enfin, bref.
Oui, mais je voulais faire ce petit point quand même parce qu'il est important. En fait, c'est hyper facile de se dire les Américains c'est rigolo et Trump quelle blague. Et puis quand ça se produit chez nous, tout à coup de se laisser entraîner beaucoup plus facilement. Donc c'est bien de prévenir avant, comme ça on est vigilant. Donc je voulais faire ce petit point. Tiens, est-ce que t'es fan de l'heure d'été, toi? J'aime bien l'heure d'été. Mais j'aime pas l'heure d'hiver, non? Okay. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais j'aime pas le passage à chaque fois, mais l'heure d'été me va bien, moi. Il fait nuit plus tard et tout ça, c'est pas mal. Mais toi, t'as pas ce problème dans ton pays du Nord, là, parce qu'il fait jour tout le temps. Mais... ouais, enfin, en hiver, il fait nuit tout le temps. Hein. Donc, ouais, mais c'est un détail de l'histoire, ça. Complètement. Alors, du coup, l'heure d'été risque de disparaître. Ou alors, est-ce l'heure d'hiver? Attends, est-ce que je me trompe? Laquelle est artificielle? Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas l'heure d'hiver. Ah, mais du coup, on aurait l'heure d'été. Si on avait changé l'heure. Attends. On change d'heure pour qu'il fasse plus jour le matin. Plus jour en hiver. Et c'est pour la consommation électrique. Pour la consommation électrique, pour les paysans qui puissent travailler plus facilement. Bref, l'heure d'été risque de disparaître. Enfin, le changement d'heure risque de disparaître. Il y a eu une consultation publique sur l'UE et il semblerait que 4 participants sur 5 soient en faveur... Ah voilà, j'ai la réponse, la suppression de l'heure d'hiver. Voilà. Donc on garderait l'heure d'été tout le temps. C'est l'heure d'hiver qui est artificielle. Donc Cédric est content, c'est bon, on peut le faire. Il y a quand même eu plus de 4 millions de réponses à cette consultation et 80% des gens disent bon, ça suffit l'heure d'hiver. Donc peut-être que dans l'Union européenne, on va arrêter d'utiliser l'heure d'hiver à terme. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, a dit bon bah il faut écouter quand on a une majorité aussi claire sur ce genre de sujet. Un sujet aussi important que. C'est ça, c'est que c'est pas non plus un sujet. Bon, la politique migratoire et tout ça, on n'a pas fait de sondage, hein, mais. Je crois qu'on aurait du mal à tous tomber d'accord sur d'autres sujets. L'heure d'hiver aussi, hein, c'est comme le pain au chocolat et chocolatine, hein, personne ne tombera d'accord. Clairement non. 4 sur 5 disent qu'ils sont en faveur de la suppression. Et c'est marrant l'heure d'été, l'heure d'hiver, parce qu'il y a tous les goûts. En fait, elle a été implémentée au départ en disant ça va limiter la consommation d'électricité, mais les études ont montré que la limite était vraiment marginale, la limite de consommation n'était pas énorme. Tous les avantages qu'on a annoncés à la suite de ça étaient contestés. Donc c'est un petit peu un truc qui est là parce qu'il est là. Et à la limite, il y a peu de gens qui sont vraiment pour l'idée de garder l'heure d'hiver. À la limite, les gens se disent bon, je m'en fous. Je pense que c'est rare les gens qui se disent vraiment je veux absolument la garder. Et il y a des sinon, gens on coupe la poire en deux, on passe fait la demi-heure, la demi-heure, et après on bouge plus. Comme ça, on est entre les deux, quoi. Ça, c'est ce que les Suisses vont faire, je crois d'ailleurs. Ah, on crée un nouveau fuseau horaire. Ça, ouais, exactement. Bon, donc voilà pour l'heure d'hiver. On est à peu près à la fin de nos sujets. Bon, il y a Twitter, tiens, qui est en train de tester des choses comme la recommandation de compte à unfollow, à arrêter de suivre. Moi, je trouve ça pas bête. Parce que. C'est pas con. Franchement. J'en ai marre que les gens me suivent. Non, mais. Les gens arrêtent de me suivre. Non, mais le truc, c'est que. Il te propose des comptes à suivre systématiquement et voilà, tu en rajoutes tout le temps. Mais c'est pas les comptes à éviter, c'est les comptes, peut-être tu as commencé à les suivre il y a 4 ans, c'est plus trop en phase avec ce que tu fais, à part Patrick. Hein. Notre Patrick, faut le garder parce que c'est quelqu'un de sympa, qui parle de trucs toujours renouvelés. Mais d'autres, peut-être que c'est des gens que vous avez suivis il y a 5 ans et qu'aujourd'hui ça vous intéresse plus trop et vous n'allez pas par vous-même vous dire je vais arrêter de le suivre. Mais si Twitter vous fait un rapport des 3 comptes qui ne vous intéressent plus trop, avec lesquels vous n'interagissez plus trop depuis un moment, moi je pense que ça pourrait être un service utile. Pareil sur Facebook, des gens à ne plus suivre, moi je pense, parce que à terme, enfin oui, on peut soi-même aller faire le ménage, mais je sais pas, les gens le font pas, donc. Bah oui, moi je le fais de temps en temps sur Facebook. C'est vrai ? Ouais. Moi je le fais de temps en temps sur Twitter aussi, mais il fut une époque où je me disais, je ne suis que 50 personnes, elle est bien reculée, hein. Bien reculée. Oui, non, mais je sais, c'était pas très... Je m'y suis tenu pendant un moment. Maintenant, Non, je crois que c'était je ne suis que 100 personnes. C'est genre 100, c'est ma limite. Maintenant, je suis à 300. Mais ça ne me dérange pas. Quoi d'autre ? Ah oui, bon, dernier sujet, c'est la question de la neutralité du net. Vous savez que la FCC aux États-Unis avait implémenté
une abolition en fait de la neutralité du net et j'avais dit à ce moment que les États américains allaient sans doute essayer de contrer cette décision. Eh bien, c'est le cas. Il y a plusieurs États qui sont en train d'intenter des procès à la FCC. Et la Californie a passé une loi très forte pro-neutralité du net qui va à l'encontre complète de la règle de la FCC. Donc on va voir ce que ça va donner à terme. Est-ce que ça va provoquer justement d'autres procès dans d'autres sens ? On ne sait pas très bien. Mais ça veut dire que dans certains États au moins, la neutralité du net reste protégée. Et du coup, l'effet d'entraînement, parce que bon, à la limite, ce qui se passe aux États-Unis, on s'en fout, mais l'effet d'entraînement sur les attaques à la neutralité du net seront mitigés. Donc, ça risque de ne pas avoir un effet aussi important que ce qu'on aurait pu craindre. Donc, pour le moment, on est relativement prudent, mais on est rassuré, un petit peu rassuré. Moi, je suis un peu rassuré. Oui. Et voilà, on pourrait vous parler de plein d'autres choses, mais je ne crois pas qu'il y ait de sujets spécifiques qui nous attirent plus que ça, au-delà de ceux qu'on a couverts. Donc, on arrive à la fin de cette émission et on a tenu en 1 heure. Cédric. C'est incroyable, t'as vu ça un peu, le timing, la précision d'horlogerie suisse. C'est grâce à Wear OS tout ça. Mais grave. Donc, merci à toi d'avoir participé à l'émission. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on en veut plus ? studiorenegade.fr, vous avez tout dessus. Et sur la chaîne Twitch du même nom, voilà. Où je suis en direct. Mais c'est quoi Studio Renegade ? C'est le regroupement qui suit Geek Inc. Donc, par exemple, le mercredi soir, on a Beats avec notre émission high-tech à 20h en direct. Et vous la retrouvez après sur la chaîne YouTube de Beats. Mais voilà, en gros, Studio Renegade, de toute façon, il y a toutes les infos dessus, sur la page d'accueil de studiorenegade.fr. C'est plein de streams sur Twitch. C'est plein de streams, c'est des émissions et des streams de jeux, il y a de tout. On a repris la matinale ce matin, et puis voilà, et le jeudi midi, en général, alors pas cette semaine, exceptionnellement, mais vous me retrouvez pour parler d'Internet des objets, de domotique, d'objets connectés, y compris des montres, justement. On avait fait un sujet spécial Wear OS avant les vacances. Et donc voilà. On a tout ce type d'émissions sur la chaîne, et puis il y a un agenda, de toute façon, pour suivre un petit peu toutes les diffusions. Bon, tu sais que dans un mois, mon petit loulou va à la crèche. Du coup, tu vas pouvoir venir streamer sur Studio Renegade ? Possible, j'espère. Je ne perds pas espoir. Je sais que ça fait des mois qu'on en parle, mais je ne perds pas espoir. Moi non plus, je ne perds pas espoir. Peut-être un jour. Bon, en tout cas, en attendant, vous pouvez avoir mes avis, mes réactions sur Twitter, sur twitter.com/NotePatrick, aussi sur Facebook et Instagram, c'est là aussi NotePatrick. Si vous aimez les jeux vidéo, tiens, il y a plein de choses qui sortent en ce moment, des choses intéressantes, eh ben, c'est le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission un petit peu cousine du Rendez-vous Tech, où on vous détaille l'actualité du jeu vidéo toutes les 2 semaines. Donc, vous pouvez aller souscrire à ce podcast immédiatement sur votre application de podcast sur laquelle vous êtes en train d'écouter cette émission-ci. Et bien sûr, si vous appréciez ce que je fais, si vous appréciez le Rendez-vous Tech, vous savez que patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend 2 minutes pour s'abonner, et ben vous pouvez vous abonner pour soutenir l'émission. C'est le seul moyen de soutenir le Rendez-vous Tech. C'est la seule méthode de financement de l'émission. Donc, si vous appréciez, faites-y un tour peut-être et puis voyez si ça pourrait vous intéresser. Et je rappelle à ceux qui sont déjà abonnés, si votre carte de crédit a changé ou s'il y a eu un petit oubli là, allez mettre à jour votre compte. Ça serait super sympa de votre part parce que ça a un petit peu baissé. Donc, merci à vous tous. Et ben c'est tout pour cet épisode. On vous fait de grosses bises et on vous retrouve dans 1 semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao.